In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, une émission exceptionnelle, en fait, il va y avoir 5 émissions exceptionnelles. Nous allons essayer de questionner le dernier film en date de Steven Spielberg qui s'appelle The Fabelmans, qui sort le 22 février de cette année. Il est déjà sorti aux États-Unis, il a déjà été montré en France au Festival Lumière, et puis il est disponible en VOD, en tout cas aux États-Unis, The Fabelmans. Et je voulais donc en parler différemment, autrement que lui consacrer une simple vidéo avec peut-être un spécialiste ou je ne sais quoi, ou des confrères youtubeurs, etc. Non, je m'étais dit que ça serait intéressant de proposer à 5 personnes déjà venues sur la chaîne pour parler du film, mais en le connectant avec un autre film de l'œuvre Spielbergienne. Et donc, il y aura 5 personnes que vous connaissez. Tout d'abord, Vivien Lejeune qui est là aujourd'hui et que je remercie. Je lui demanderai après comment il va, comme je fais habituellement. Et la deuxième, il y aura les 4 autres émissions. Ce sera Romain Dasnois, Romain Dasnois. Dasnois, parce que la dernière fois, j'avais dit danois et je m'en exclus. Donc, il y aura Romain Dasnois, alias MacGuffin Maker, qui était venu ici pour nous parler de son livre autour de Indiana Jones et qui va donc revenir pour nous parler de Fabelmans. Si je vous laisse la surprise. Il y aura Victor Norek, aka le cinématographeur, qui sera là aussi. Josué Morel, qui est rédacteur en chef du site Criticat, que vous connaissez. Et puis, l'un des membres du ciné-club de Monsieur Bobine, en la personne de Cyril Roland. Mais aujourd'hui, première émission, c'est avec Vivien Lejeune, que vous connaissez, qui est venu par 2 fois sur la chaîne pour nous parler de 2 livres qu'il a écrits, un sur Dune et un autre sur le Seigneur des Anneaux, et non pas la suite, mais le Seigneur des Anneaux. Bref, on avait fait 2 émissions, vous pourrez retrouver tout ça ici. Et puis, il est là pour nous en parler. Comment vas-tu, Vivien? Mais je vais très très bien. D'abord, Samir, merci beaucoup pour ton invitation, pour ta confiance aussi, puisque tu me mets la pression d'ouvrir le bal de ces 5 émissions, dont je trouve le concept, je te le dis en toute sincérité, excellent, parce que dès que j'ai reçu ta proposition, ton mail avec le petit détail de ce qui nous attendait, de ce que tu nous proposais, j'ai trouvé ça génial. C'est quelque chose que j'avais très envie de regarder sans même y participer, quoi. Donc non seulement je me réjouis d'être là avec toi aujourd'hui, et je me réjouis à l'avance de visionner les 4 épisodes suivants. Pourquoi? Alors, il faut savoir que le film que tu as choisi, c'est toi qui, bien évidemment, nous dévoilera le titre, mais plus tard, pas tout de suite, c'est donc en 2 parties. À l'issue d'ailleurs de la seconde partie, moi-même, je te montrerai 2 images provenant du film que tu as choisi, connectées avec 2 autres images de Fabelmans. Mais avant cela, parlons quand même un peu du film. Moi, je suis très curieux de t'entendre parler de ce film. Alors, en tout cas, on a, de par les critiques de cinéma, on a un écho plutôt, des retours. On n'a pas encore lu des textes comme ça bien précis, mais on a des retours extrêmement positifs sur ce film. Je crois pas qu'il ait un gros succès aux États-Unis. Je pense, comme d'ailleurs le précédent West Side Story. Ça sera peut-être un jour, il faudra faire une émission là-dessus, à savoir qu'est-ce qui se passe. Et il n'en aura pas ici non plus. C'est inévitable. Le film sort trop tard. Alors peut-être y a-t-il, j'imagine qu'il y a une stratégie marketing, commerciale ou éditoriale, je ne sais pas, de sortir le film 3 mois après, presque 4 mois après les États-Unis, à l'heure du piratage, à l'heure des plateformes, c'est-à-dire où les films sont mis à disposition dans d'excellentes qualités, bien avant même la sortie nationale chez nous. Donc je comprends pas bien cette démarche. On parle du dernier Spielberg qui raconte sa propre vie, donc je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas eu, si ce n'est une sortie mondiale, au moins une sortie rapprochée à l'international pour éviter ce genre de dérives pirates qui, à mon sens, ne sont pas imputables aux gens qui vont télécharger illégalement le film, puisqu'ils auraient certainement préféré aller le voir au cinéma, mais s'ils veulent pas être spoilés, s'ils adorent Spielberg et qu'ils sont impatients, eh bien ils vont le regarder chez eux, hein. Voilà. Certains y retourneront au cinéma, certains, dont c'est mon cas, achèteront le Blu-ray, etc., pour la collectionnite aiguë. Mais la collectionnite aiguë, c'est quelque chose qui se perd. Donc, je ne suis pas sûr que stratégiquement, ce soit très pertinent. Mais est-ce qu'on peut, pardon, parce que là, on ne parle pas forcément de l'intériorité du film, mais tant pis, c'est pas grave, on parle aussi de l'économie. On ne parle pas souvent de l'économie d'un film. Mais comment toi, tu peux expliquer que
avec West Side Story, ça n'a pas été un gros succès par rapport à ce que nous sommes habitués quand on entend Spielberg. Et comment tu peux l'expliquer que par rapport à The Fabelmans aussi, on est en tout cas aux États-Unis, ça n'a pas eu un gros succès, un succès plutôt critique pour le coup, même West Side Story d'ailleurs dans un sens. Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a un truc qui va pas avec Spielberg dans le sens la réceptivité du spectateur a changé par rapport à Spielberg? Il y a une nouvelle génération qui. C'est Comment tu peux exactement l'expliquer ça. ça? C'est En ça. tout cas, alors, encore une fois, ce n'est que une impression, hein, voilà. Et d'ailleurs, ça va corroborer ce que je vais te dire sur mon ressenti du film juste après, en fait. Je pense qu'effectivement, il y a un gros problème générationnel qui fait que les générations d'après les nôtres, on va dire, Spielberg, ce n'est plus leur référent. C'est plus le pape du cinéma américain. On a effectivement les Nolan, les Villeneuve, voilà, cette nouvelle vague de cinéastes beaucoup plus, qui ont un style beaucoup plus épuré, etc. C'est un autre style, c'est différent, et c'est un style générationnel. Donc je pense que, le nom même de Spielberg ne suffit plus aux nouvelles générations, appelons-les comme ça, je schématise un peu, vous comprenez très très bien, je pense, ce que je veux dire par là. Donc il y a ça, et après il y a aussi que Spielberg est vieillissant, et je dis pas ça du tout de manière péjorative, parce qu'on sait très bien qu'on se bonifie avec l'âge. Le truc, c'est qu'il ne fait plus trop de concessions par rapport à ce qu'il a envie de traiter, et que plus il avance dans sa carrière, et sans lui souhaiter, je lui souhaite encore une longue vie, mais en tout cas, il sait qu'il se rapproche vers il est dans le finish, il est dans le dernier tour de piste. Donc, il fait ce qu'il a envie de faire, ce qui lui tient à cœur, et surtout ce qui lui tient à cœur par rapport à ses amours de jeunesse. C'est clairement ce qu'on voit. Le fait de remaker West Side Story, par exemple, de le faire sien, c'est d'abord montrer son amour de l'œuvre originale, non seulement du film, mais aussi du musical avant ça. Et là, on est clairement dans à la fois ce besoin de se raconter, ce besoin de transmettre, et en même temps, ce besoin de dévoiler un cinéma tel qu'il n'existe quasiment plus à travers son film The Fabelmans. Et pour tout te dire tout de suite, à l'issue de la projection, j'étais à la fois heureux d'avoir vu personnellement un très très beau film, très sincère et émouvant. C'est pour ça, en grande majorité, qu'il m'a plu, au-delà d'être très bien exécuté. Mais surtout, je me suis dit, je suis moi-même, à l'aube de mes 50 piges, en train de vivre la fin du cinéma, en tout cas qui m'a bercé, qui m'a porté. Ça ne veut pas dire que je vis la fin de ma cinéphilie et de mon amour du cinéma, puisque j'aime aussi des choses nouvelles, etc. Mais en tout cas, ce cinéma concret, la pellicule, quoi, la péloche, voilà. Toutes ces scènes où on le voit, adolescent, manier la pellicule, découper les bobines Super 8, organiser ses bandes qu'il colle partout dans son bureau pour faire ses montages, etc. C'est des choses que moi, quand j'étais enfant et jeune ado, j'ai pratiqué. Donc j'ai cette sensation de la pellicule, voilà, de la complexité que c'était de faire, même à l'époque, déjà ne serait-ce que ces petits films amateurs. Et en fait, je suis ressorti de la séance très nostalgique. Le film m'a mis dans une espèce de bulle maussade, mais vraiment, où je me suis dit, waouh, j'ai beaucoup aimé ce film, mais il va parler à pas grand monde de la nouvelle jeunesse, en fait, de la succession. Il va pas parler à grand monde parce que il tournait, comme je dis, avec des bobines Super 8, 16 mm, il tournait pas avec un téléphone ou avec même un appareil photo numérique ou autre. On le voit découper, encore une fois, comme je le disais, et non pas monter simplement sur un ordinateur. Enfin, simplement. Attention, je dis pas que c'est je dis pas que c'est facile de monter sur ordinateur, mais toutes ces techniques un peu de bric et de broc ont complètement changé. Et quand je vois, moi, l'effet que m'ont fait certaines séquences, je sais que ça va complètement glisser sur une grande majorité des spectateurs actuels. Et c'est logique. Je ne suis pas en train de les critiquer. À chaque génération, je vais citer du Buffy, tiens, à chaque génération, il y a une élue. Et ben, c'est un peu ça l'idée, en fait. À chaque génération, il y a un élu, il y a un modèle, il y a voilà, celui qu'on va suivre. Et Spielberg est clairement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ou qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, on peut pas nier une chose, c'est que Steven Spielberg, c'est le père du cinéma hollywoodien à tendance aventureuse, héroïque, etc. Les Jurassic Park, les Indiana Jones, les E.T., etc. Et là, depuis quelques années, on n'est plus que dans le cinéma plus intimiste. Alors, il en a fait toute sa vie.
Mais à chaque fois, ça a été ça. C'est-à-dire qu'avant, il nous faisait un gros succès, et puis après, il faisait La couleur pourpre et ça se plantait, donc il refaisait quelque chose d'un peu plus aventureux, d'un peu plus péchu, etc. Et puis après, La liste de Schindler, Munich, Le Terminal, etc., qui n'ont pas fait des cartons, déjà. Donc celui-là ne fait pas exception à la règle, sauf que là, c'est encore pire. Parce que je trouve qu'en plus, en termes de distribution, on ne l'aide pas. Voilà. Et que les codes, les grandes thématiques ne parlent plus nécessairement, encore une fois, je me répète, à la jeunesse contemporaine. Encore une fois, ce n'est pas une critique de la jeunesse contemporaine, c'est juste un état de fait, et parfois, il faut accepter le fait que les choses changent, enfin, les sociétés évoluent, le cinéma aussi, et les idoles aussi. Il y a beaucoup de confrères youtubeurs qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont beaucoup plus vers la vingtaine que la trentaine. Et je sais qu'ils ont particulièrement aimé le Tant dernier film mieux. donc, de Spielberg, The Fabelmans. Mais la question est de savoir, j'aime pas vraiment poser ce genre de questions parce qu'on a l'impression qu'on hiérarchise ou alors on crée des catégories. Mais comme tu as commencé, j'ai envie d'aller là-dedans, de voir, de développer. Fabelmans, c'est aussi un film sur comment se construit une idée de cinéma. Mais ça va encore beaucoup plus loin. C'est aussi un film sur la vérité au cinéma. Qu'est-ce qu'une image nous donne du monde? Est-ce qu'une image peut mentir? Est-ce qu'une image peut être malhonnête? C'est quoi une image? Ou au Et, contraire, révéler la vérité cachée, la et vérité. révéler des choses qui sont cachées. Après, on peut dire, par exemple, que comment notre ami, je dis notre ami parce qu'on est cinéphile, mais Antonioni le faisait dans Blow Up, dans Blow Out. Donc, il y avait déjà de cela avec cette fameuse photo, mais c'était une photographie. Et est-ce que The Fabelmans, quand Spielberg fait ce film, j'imagine qu'il essaye de faire un film pour tout public, certainement, mais au final, est-ce que c'est un film qui parle à un certain public, selon toi? Oui. D'abord, je pense qu'il l'a fait vraiment avant tout pour son cercle familial. C'est une façon d'exprimer à ses parents beaucoup de choses, à la fois dans le pardon, dans l'amour, dans l'acceptation, dans énormément de choses. C'est ce qui fait, à mon sens, j'arrive pas à me décider entre la richesse principale du film, en fait. Est-ce que je suis plus attaché justement à ce côté famille, personnage qui se raconte, ou est-ce que je suis plus attaché à cette façon old school de voir, de pratiquer et d'aimer le cinéma? Je suis vraiment à cheval entre les deux, j'arrive pas à me décider sur ce que j'ai préféré ou pas. Et après tout, est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire? Est-ce que j'ai besoin de préférer l'un ou l'autre? Je pense pas, finalement, quoi. Mais oui, il a fait clairement son chemin psychologique, surtout avec son père, est quelque chose d'assez unique. Il a d'abord rejeté sur son père les fautes de sa mère, on va dire. Concrètement, tout ce qui se passe dans le film est réel, hein, dans le moindre détail. C'est-à-dire que sa maman, à un moment donné, a vraiment quitté le foyer pour aller vivre avec le meilleur ami de son père. Le père de Spielberg, hein, pas le père de sa mère. Et voilà, et ça, forcément, ça l'a chaboulé. Il est resté. Donc voilà, c'est avant tout l'histoire deux jeunes enfants, plutôt, puisqu'il a ses sœurs avec lui, etc., qui vivent mal, très mal, la séparation de leurs parents. Voilà. Alors ça, j'ai envie de dire, n'importe quelle génération peut s'y retrouver. Mais aujourd'hui, c'est certainement beaucoup plus commun, et encore une fois, je ne minimise pas l'impact que ça a sur les personnes à qui ça arrive, hein, les jeunes enfants sur qui ça arrive. Mais à l'époque, le divorce, ou même la séparation, si on se replace dans ces années 50, 60, etc., ça se pratiquait pas énormément. Voilà, et toujours bien replacé dans son contexte, dans le contexte historique un film parce que finalement, c'est un film d'époque, hein. C'est un film en costume, finalement. C'est un film en costume, donc bien replacer ça et se dire que c'était pas commun. Et s'il l'a si mal vécu, alors peut-être que des gens pourraient voir The Fabelmans en disant: oui, bon, ça va, il n'a pas eu une enfance malheureuse non plus, il a pu faire les films qu'il voulait, on lui a payé les caméras qu'il voulait. Donc, effectivement, en soi, ça montre bien à quel point il y a une distanciation entre avoir de quoi être malheureux et être réellement malheureux. Ça, je trouve que le film le montre très très bien. Parce que cette souffrance, pour tous les gens qui aiment Spielberg, ce conflit avec le père,
c'est même plus que c'est récurrent, c'est que c'est du quasi systématique dans son cinéma. J'en ai un magnifique exemple derrière moi. Voilà, Ouais. par exemple. Donc, mais sauf que là, c'est intéressant parce que là, c'est la réconciliation. Dans un autre film, ça va être dans Rencontre du troisième type, par exemple, ça va vraiment être presque la dénonciation. On voit le père, il se déconnecte de tout, il vit pour sa vie et puis il finit par abandonner sa famille et c'est pas grave dans sa tête à lui au père. Donc il y a vraiment un rejet du père, par exemple. The Fabelmans, pour là vraiment répondre à ta question d'origine, c'est pour faire à la John McClane, je fais le point avec mes orteils et je réfléchis vraiment à la situation et j'essaye d'analyser viscéralement ce qui s'est vraiment passé dans ma famille. Et j'essaye d'accorder autant d'importance aux états d'âme de mon père qu'aux états d'âme de ma mère. Voilà, je trouve que le film est écrit comme ça. Et que c'est à la fois une vraie analyse assez honnête, je pense, bien que toujours sublimée parce qu'on est au cinéma, etc., mais de ce qu'il a vraiment vécu. Et ça réhabilite l'un comme l'autre. Je pense que c'est un film qui lui permet de faire la paix avec tous ces questionnements qu'il a depuis qu'il est tout jeune et qu'il a vécu tout ça. Et c'est peut-être ça qui me touche autant. Moi, j'ai eu une année formidable, puisque Spielberg est clairement un de mes réalisateurs préférés. Et quand je fais la blague, je dis toujours que mon dieu du cinéma à moi, c'est Kenneth Branagh. Et Kenneth Branagh m'a fait Belfast juste avant. Donc, j'ai eu en l'espace de quelques mois deux de mes réalisateurs cultes qui m'ont raconté leur vie, quoi. Donc, je suis... voilà, donc je pense que Belfast... Donc, pardon, là, je te coupe la parole. Mais je t'en prie. Donc, ça veut dire que tu fais partie de ces rares personnes qui aiment Peter's Friend. J'adore Peter's Friend. C'est pas possible, Peter's c'est Friend, incroyable, mais cette Peter's histoire. Friend, c'est un chef-d'œuvre absolu pour moi. C'est un chef-d'œuvre d'écriture, c'est un chef-d'œuvre de mise en musique, alors qu'il n'y a pas il n'y a pas un vrai score, il n'y a que des chansons. Non, mais c'est pour une autre émission. Mais ça sera une autre émission. Je pense qu'on voilà. va faire une émission sur ce film un peu méconnu et bizarre, mais que moi j'aime beaucoup. Il fallait absolument que je glisse Belfast, puisque voilà, on a deux cinéastes, à mon sens, deux grands cinéastes qui racontent leur enfance, voilà, à travers des médiums très différents et qui sont dans les deux cas le rapport au père. Essentiellement, et à la mère aussi, bien sûr, mais voilà. Donc, je ne vais pas m'égarer sur Kenneth plus que je ne le dois dans le cadre de cette émission-là, mais voilà, je pense que, enfin, j'espère que ça répond un peu à la question que tu m'as posée. Mais il y a quelque chose dans The Fabelmans aussi. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein d'indices comme ça. Le film est plus ou moins divisé en deux parties, deux grosses parties, parce que quand il déménage, il y a l'avant et l'après. Il y a l'avant et l'après. Il y a le divorce. Et puis il y a une thématique la cassure, aussi. C'est le divorce. Exactement. Et puis il y a une thématique aussi qui fait irruption et je trouve une thématique, un sujet qui fait irruption et c'est très bien comme cela. Et même si effectivement il l'avait filmé de manière assez frontale, on en parlait hors caméra dans la liste de Schindler, c'est le judaïsme. Dans la liste de Schindler, ça va beaucoup plus loin. C'est aussi les horreurs du nazisme contre le judaïsme. Mais là, il en parle aussi dans cette deuxième partie et c'est assez passionnant. Et puis il y a quelque chose qui se dit à un moment, c'est qu'il essaye de faire des films, puis dans cette école où il se trouve, on lui demande de filmer une grosse journée. Je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs de cette journée, c'est une espèce de journée sportive, le nom, de fête. Là, le nom, je ne sais pas. Voilà, de quelque chose comme ça qui est censé représenter voilà, toute l'école, ils font des compétitions sur la plage, c'est une journée de fête, etc. Et lui, il filme tout ça, et parmi les nombreux participants, il y a un garçon qui est une espèce de le beau gosse du lycée. Et le bully en même temps. Exactement, aussi, et quelques soucis avec lui. Et en fait, quand il montre le film le soir de la projection, il s'aperçoit, ce beau gosse alors qu'il n'est pas forcément très tendre avec le jeune Fabelmans, mais il s'aperçoit que ce qu'il voit de lui à l'écran, c'est quelque chose de merveilleux, une espèce de beauté, et il n'aime pas ce miroir-là, parce qu'il sait ce qu'il est. Donc, il l'attrape et il lui dit dans les couloirs, pourquoi tu m'as filmé comme ça? Et le jeune Fabelmans dit quelque chose qui est pour moi très important, qui, à mon avis, peut-être, tu vas me dire ce que tu en penses, définit ce que fait Spielberg depuis 20 ans, parce que tu l'as un peu évoqué. Il dit, je voulais te rendre quelque chose, je voulais t'embellir. Et je pense que depuis 20 ans, Spielberg nous refuse maintenant d'embellir. Exactement. Exactement.
Je peux pas dire mieux que ça. C'est-à-dire que Mm. c'est un peu ce que je disais en introduction sur le côté. On ne va pas parler de maturité du cinéma. Voilà, on est là, on serait trop dans le cliché, mais il y a une forme de ça. Plus on prend de l'âge et moins on se préoccupe de ce que vont penser les autres. Même si quand on sort un film, on a toujours envie que le film plaise aux autres. On le fait quand même pour qu'il soit vu. Bah oui. Mais en tout cas, on a sûrement moins de scrupules à aller vers les thématiques et les symboliques qu'on a envie d'exprimer réellement et au fond du cœur, sans avoir à se préoccuper de ce que le studio va vouloir dire, de ce que les gens ont envie de voir précisément, etc. Et effectivement, je pense que si on demande aux gens, si on fait un grand sondage, les gens auraient peut-être préféré qu'ils fassent, j'extrapole, hein, mais qu'ils fassent vraiment le Indiana Jones 5 et qu'ils fassent pas The Fableman, par exemple, quoi. Je parle du grand public, hein. Je parle encore une fois pas de la sphère cinéphilique, critique, etc., qui effectivement, où ce film un film comme The Fableman est fait pour nous, parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a une retenue, il y a une dignité en fait dont il a rarement fait montre, justement, dans sa mise en scène, je trouve. Elle est beaucoup plus simple. Mais c'est bien, c'est à propos. Je veux dire, voilà, on n'est pas dans une. En fait, le film dure 2h30 et on n'est jamais dans une quelconque forme de démonstration à la. Je sais pas, à la Jurassic Park, où il faut filmer les dinosaures en grand et que donc voilà, il y a cette majesté d'image avec John Williams qui envoie les cuivres, etc. Là, c'est tout l'inverse. D'ailleurs, il suffit d'écouter juste la musique de John Williams pour tout comprendre. D'abord, c'est une musique qui est très courte, hein. L'album entier fait dans les 34 minutes et ça inclut 4 morceaux classiques. Donc, il y a vraiment que très très peu de morceaux qui sont des morceaux très pianissimo, qui sont très beaux, mais qui sont vraiment de l'ordre de l'intime, quoi. Il y a il y a le thème de la mer, voilà, notamment. Mais je m'égare pas, c'est parce qu'en fait, ça exprime bien ce côté, je reviens aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai expérimenté. Donc, on n'en est pas à la simplicité ou extrême. Hein. Il fait pas du champ contre champ basique. Hein. Il y a quand même de très beaux moments de caméra, de très belles lumières. C'est du Spielberg à 100%. Mais c'est du Spielberg posé, quoi. Vraiment posé. C'est-à-dire que même dans un film comme Le Pont des Espions, que j'aime beaucoup, moi, personnellement, en termes de mise en scène, voilà, et d'écriture aussi, d'ailleurs. J'aime beaucoup ce film. Eh bien, même là, dans Le Pont des Espions, il est dans une certaine forme de démonstration. Parce que la lumière est plus belle que... La nuit est plus belle que la vraie nuit, quoi. Y compris sur Le Pont des Espions. Même dans The Post, il y a un peu de ça aussi, alors que c'est quasi du documentaire. Alors, voilà. Là, il n'y a pas ça. En tout cas, je ne vois pas ça. Les seuls moments où l'image, elle est un petit peu plus... Entendez-moi bien, hein, quand je dis l'image plus travaillée, elle est travaillée tout le temps. Hein, mais je veux dire, elle est un petit peu plus osée, justement, dans les séquences où il regarde les autres films. C'est quand il filme le cinéma qui refait son cinéma à lui. Et les scènes de vie de famille sont beaucoup plus simples, mais posées, quoi. Avec toujours cet éclairage un peu blanc qu'il a qui est assez récent. Voilà, qui est récent. Ça date déjà, je sais pas, de la Guerre des Mondes, ou il y avait ça déjà avant, mais il est moins dans les couleurs pastel ou pourpre, voilà, ou le soleil de l'Empire du Soleil, ce genre de choses. Il aime bien maintenant cet éclirage un peu blanc saturé, voilà. Et ça, on en trouve beaucoup dans The Fabelmans, voilà. Et je pense que c'est son indicateur de magie. Quand on arrive à cette espèce d'halo blanc qui entoure les personnages ou qui éclaire le visage d'un personnage, c'est peut-être son moyen de nous dire là, je suis dans le ressenti plus que dans la narration réelle. Parce que faut savoir que d'ailleurs, comme Kenneth Branagh pour Belfast, ils ont pas repris leur vrai nom. Ils auraient pu, hein, ça aurait pu être l'histoire du petit Steven, ça aurait pu être l'histoire du petit Kenneth dans Belfast. Mais non, ils changent les noms. C'est une manière de dire aux spectateurs, oui, je vous raconte ma vie, la plupart des choses que vous allez voir est vraie, mais je me suis permis de sublimer certains passages. Parce que d'abord, c'est construit sur des souvenirs, et les souvenirs, eh bien, on les a dans la tête de manière souvent erronée, souvent quand ils datent de plusieurs décennies. Et il va même, et là j'ai un exemple très concret, c'est que quand il va jusqu'à reproduire ses propres films Super 8 d'enfance, donc il s'est vraiment amusé à reproduire à la quasi-exactitude les films qu'il avait tournés quand il était jeune. Sauf que de son propre aveu, il en a profité pour, par exemple, améliorer certains cadrages. C'est génial ça. Voilà, donc ça veut tout dire. Alors là, j'ai pas l'info technique.
Si quelqu'un dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais j'aurais aimé que ces séquences-là soient réellement tournées en Super 8. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Parce que quand on regarde le film, les images qu'il projette sont très très propres. Alors bien sûr, il y a ce côté grain pellicule un peu ajouté, mais il n'y a pas de défaut, il y a pas de. Je suis pas sûr qu'il est tourné qu'il est tourné à nouveau en Super 8. Ça aurait été couillu de le faire. Mais peut-être l'a-t-il fait. Là, je sais pas. Je pose ces questions ouvertes. Je n'ai pas encore le making-of. Je vais essayer de revoir ça et puis je le dirai dans une des prochaines émissions. Mais Voilà, je me souviens pas de ça, ouais. Mais en tout cas, moi, il y a un truc. Il y a des séquences jubilatoires. Pourquoi j'ai autant aimé le film? J'ai un exemple tout bête, mais par exemple, il y a un moment donné, il fait un western. Et effectivement, il y a les coups de feu, et là, il y a des flashs sur les bouts des canons et tout ça. Et plus tard, le père demande dans la voiture, mais comment t'as fait ça? Et il répond simplement avec une punaise. Il a fait des trous dans la pellicule sur quelques images, de manière à ce que quand ces images-là de la pellicule arrivent devant le faisceau lumineux, ça produise un flash de lumière. Et je regarde ça et je me dis, mais merde, moi j'ai jamais pensé à faire ça quand je faisais des films Super 8 à la con quand j'étais petit. C'est tout con, c'est l'effet spécial le plus cheap et le plus efficace du monde. Et il te rappelle dans le Fabelmans qu'on peut faire du cinéma avec aucun moyen, à condition qu'on ait l'idée, l'ingéniosité et de penser aux choses, quoi. Et quand j'ai vu le film, je fais, voilà pourquoi lui, ces films, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus et que moi, j'ai pas fait ça dans ma vie après, parce que j'ai pas pensé à la punaise dans la pellicule, quoi. Ce qu'il a certainement pas dû inventer non plus. Oui, c'est le verre d'eau dans Jurassic Park. Exactement. C'est bon, le fait qu'on voit pas le requin, mais ça parce que on sait maintenant, ça a été un des jours les plus tristes de ma vie quand j'ai su pourquoi finalement il y avait pas. Mais c'est pas grave, il a bien su gérer ça. Transformer l'essai. Exactement, transformer l'essai. Mais moi, j'aimerais te poser une question par rapport à ça, par rapport à Steven Spielberg, à ce jeune Fabelman. Selon toi, est-ce que il regarde ce jeune homme censé l'incarner? Donc, est-ce quand il le filme, il le regarde, c'est-à-dire qu'il est là, il le regarde évoluer dans la pièce, ou est-ce qu'il se filme, il se regarde lui-même? C'est ça que j'ai envie de savoir, selon toi. Selon moi, il fait comme n'importe qui à sa place. Il filme vraiment un comédien, d'après ses souvenirs à lui, tout en cherchant à sublimer l'instant. Voilà, ça fait 3 choses. Donc je pense quand même qu'il ne se filme pas lui-même. Il filme ses souvenirs, ou en tout cas, il filme les souvenirs tels qu'il a envie de les représenter. Il a choisi un jeune acteur qui ressemble vraiment beaucoup à lui quand il était jeune. Physiquement, il y a un vrai. Quand il est allongé sur le lit, ah oui, avec son vraiment, profil, et il met sa main comme ça, c'est assez impressionnant. Très impressionnant. Oui, effectivement. Ouais, c'est vrai, je suis on pourrait d'accord. voir une photo de lui. Donc, quelque part, il se filme lui, mais non, il filme son histoire, mais à aucun moment il se filme lui. Je veux dire, il n'a pas la caméra braquée sur un miroir du passé, quoi. En tout cas, je le ressens pas comme ça. Ça reste un vrai film construit avec sa part de. Et d'ailleurs, je pense qu'il gardera sa part de mystère entre le réel, ce qui est vraiment très précis dans la reconstitution, et ce qui est de l'ordre du sublimé, quoi. Mais par exemple, la scène fatidique où il enferme sa mère dans son placard pour lui montrer toutes les chutes d'images qu'il a collées bout à bout les unes aux autres pour lui faire prendre conscience qu'il a compris qu'elle n'était plus amoureuse de son père, mais qu'en fait, depuis longtemps, elle était amoureuse de son meilleur ami, etc. Béni. La scène est cinématographiquement elle est très forte, quoi. Parce que on revoit pas nécessairement les images, on les a vues avant. Pas besoin de nous les remettre une fois de plus. On est sur le visage de Michelle Williams qui donne tout en une prise, quoi. Où on voit juste les reflets, les fameux reflets lumineux dont je parlais, un petit peu de blanc saturé créé par l'écran qui se reflète contre son visage, etc. Elle qui comprend. D'abord, elle comprend sa propre condition à elle, parce que je pense que, comme elle lui dit d'ailleurs plus tard dans le film, ils n'ont jamais rien fait. C'était de l'ordre du non-dit. C'est pas quelqu'un qui avait une relation extra-conjugale. C'est quelqu'un qui clairement aimait intérieurement un homme plus que son propre époux, clairement. Pour plein de choses, parce qu'il la faisait plus rire, parce qu'elle le trouvait peut-être plus séduisant, plus dynamique. On ne sait pas, ça ne s'explique pas. C'est l'amour, voilà. Réel et sincère. Donc, et cette scène-là, j'ai envie de croire que ça s'est vraiment passé comme ça, mais je trouve que c'est une scène purement cinématographique.
de dire voilà, maman, regarde, je vais te montrer. Enfin, il lui dit rien, enfin, tout se fait en silence, etc. Dans la vraie vie, je ne sais pas si s'il y a pas, enfin, il y aura peut-être un clash ou il y aurait peut-être des choses. Là, juste la musique de Williams qui monte, qui est très belle. C'est un de ses plus beaux morceaux. Et puis elle qui pleure, les plans sur lui qui attend dans la chambre parce qu'il ne la regarde pas regarder le film en question. Il est tout seul dans la chambre à attendre qu'elle ait fini et qu'elle sorte du placard. Est-ce que c'est un vrai souvenir ou est-ce que c'est la manière dont il aurait voulu exprimer ça à sa mère? J'en sais rien. Voilà. Et ça, c'est intéressant, ça fait partie du mystère. Alors après, je pense qu'il y aura des biographies, il y aura des interviews, des choses qui nous permettront d'avoir ces réponses-là, si toutefois Spielberg a envie de les donner, et si toutefois il les donne réellement, parce qu'en interview, on n'est pas obligé de dire la vérité non plus, quand on veut embellir un petit peu quelque chose. Je t'ai demandé donc si ce film-là te faisait penser à un autre film de Spielberg. Et tu en as trouvé un. Donc, maintenant, je te laisse nous présenter ce film-là, en l'occurrence. Et effectivement, qu'est-ce qui fait qu'il y ait peut-être des connexions? Enfin, peut-être non, c'est sûr qu'il y ait des connexions entre ces deux films. Pour moi, il y en a beaucoup. Et en fait, au départ, quand j'ai reçu ta proposition, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai... Et en fait, j'ai cru que ça allait me prendre du temps. Et au final, non. Honnêtement, c'est mon premier choix. Il s'est imposé immédiatement. C'est ça. Alors, ça peut paraître bizarre. Quel est le rapport entre The Fabelmans et la guerre des mondes? Je vais commencer par une anecdote. Je l'ai choisi pour ses thématiques évidentes sur notamment, justement, là, pour un coup, le rapport conflictuel avec le père. Parce que là, on est en plein rapport conflictuel. Donc, on a la thématique de la famille séparée, où ça ne se passe pas nécessairement bien entre le père, le beau-père, etc. Les enfants qui sont complètement déconnectés de leur père, la visage de cette mère dont le père est toujours épris, hein, visiblement, puisque Tom Cruise ne peut pas s'empêcher de lui dire qu'elle est belle quand elle est enceinte, alors que c'est même pas un enfant de lui, quoi. Est-ce que c'est pas le plus beau compliment qu'on puisse faire à une femme quand c'est plus la sienne? Je sais pas, mais en tout cas, ça montre quand même qu'il l'aime vraiment et qu'il a le sentiment d'avoir raté des choses dans sa vie, etc. Et donc, j'ai commencé par ces thématiques-là. Et puis après, je me suis dit, bon, pour pouvoir réfléchir mieux ma proposition et préparer l'émission, bien évidemment, je vais revoir le film. Donc, j'ai revu La Guerre des mondes. Et là, dans les 10 premières minutes, qu'est-ce que je vois-t-il pas à l'image de La Guerre des mondes? Très furtif. Il y a le téléviseur qui est allumé, donc Spielberg filme une télé où on part, d'ailleurs c'est assez dramatique parce que on parle d'un spot d'information qui dit que l'Ukraine vient de subir quelque chose de terrible. Alors c'est l'invasion qui commence dans le film, mais c'est l'Ukraine, et que ça tombe aujourd'hui, de revoir ça maintenant, ça paraît fou. Et après ils zappent, alors je crois qu'il y a une météo ou un truc, et là il y a un plan très furtif sous le plus grand chapiteau du monde, avec justement la scène du train qui percute la voiture. Et c'est la scène pivot, c'est la première scène de The Fabelmans. Donc je me suis dit, elle était pas si bête mon idée de rapprocher les deux films. Parce que s'il glisse justement cette image qui pour lui est celle qui lui a donné la vocation de faire du cinéma, c'est ça. Il va voir sous le plus gros chapiteau du monde avec ses parents. Il en sort avec cette vision complètement folle du train qui percute la voiture de plein fouet. Du coup, il ne pense plus qu'à une chose, faire du modélisme, avoir les petits trains pour reproduire les accidents, les filmer, ça c'est une surproposition de sa mère, et comprendre comment on peut rendre à l'image cet accident. Pour expier la violence qu'il a ressentie, la peur qu'il a ressentie quand il était enfant, ce qui est un fait réel, pour le coup, qu'on voit dans The Fabelmans, mais qu'a vraiment expérimenté Spielberg. Voilà. Et je me suis dit, c'est génial, parce que ce que je voulais aussi exprimer à travers La Guerre des mondes, c'est Fabelmans, c'est l'histoire d'un jeune cinéaste qui est d'abord un amoureux de cinéma, d'un certain cinéma, et dont la première vocation est essayer de reproduire en comprenant certaines des séquences d'effets spéciaux de ces films cultes, donc sous le plus gros chapiteau du monde, etc. Et parmi ces films de culte, bien évidemment, il y a La Guerre des mondes des années 50. C'est pour ça qu'il a eu aussi déjà en 2005 l'envie de faire ce remake, au-delà des considérations de films catastrophes post-11 septembre, etc., sur lequel le film a été vendu à l'époque. Mais je trouve qu'au-delà de ça, ce n'est pas les vraies thématiques de ce film. Moi, La Guerre des mondes, c'est un de mes préférés. Concrètement, parce que quand il est sorti... De Spielberg. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que quand il est sorti, je ne l'attendais pas. Il m'a mis une claque.
Et autant quand je suis ressorti de The Fabelmans, je disais que j'étais sorti un peu morose parce que je me suis dit, mon Dieu, j'ai adoré, mais c'est la fin de quelque chose. Autant quand je suis sorti de La Guerre des Mondes, je me souviens très bien, j'ai dit à ma compagne, je lui ai dit, ah, tu vois ce qu'il vient de faire là, tonton Steven? Il vient de taper sur l'épaule de tous les jeunes cinéastes du monde en leur disant, hé les gars, c'est encore moi le boss. Parce qu'il a filmé l'action, mais de manière gourmande, quoi. Il y a un plan que j'adore au tout début de l'attaque de La Guerre des Mondes, c'est les tripodes commencent à arriver, ça pète de partout, il y a un mec qui filme, et le caméscope tombe par terre, et on voit l'action dans l'action, donc c'est le cinéma dans le cinéma, Spielberg qui se filme, etc. Et je me dis, mais ça, c'est un plan qui dure 2 secondes et demie, mais qui est super dur à faire. Il faut produire l'effet spécial principal du plan large, il faut le reproduire dans la miniature à l'échelle de ce qui est en train d'être filmé par l'objectif, donc c'est pas juste une recopie de ce qu'on a là, mais autre chose. Et ça, c'est un amoureux du cinéma, c'est gourmand, quoi. Et c'est pour ça que j'aime Spielberg, en fait, entre autres. Mais quand il donne dans l'action, c'est ça que j'aime, quoi. Je peux pas te laisser continuer, j'en suis vraiment désolé, mais tu vas continuer. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que comme j'explique au début de l'émission, j'ai prévu de te montrer 2 images de La Guerre des Mondes, et il s'avère qu'une des 2 images, c'est celle que tu es en train de. Et déjà, je me dis c'est bien, c'est que je suis pas dans l'erreur, et les grands esprits se rencontrent. Mais je vais te montrer ensuite le contre-champ, c'est-à-dire l'image de Fabelmans, qui pour moi c'est. Alors, donc celle-là de La Guerre des Mondes, tu la connais. Voilà, c'est celle-ci, c'est exactement celle-ci, voilà. Exactement ça. Et on n'avait pas répété les gens, hein, c'est promis. Non, vraiment, c'est un concours de circonstances. Et voilà l'autre image, enfin l'image des Fabelmans à laquelle elle me fait penser, c'est celle-là. Oui. Donc ça, c'est quand il est en train, tu en as parlé, quand il est en train de découvrir que sa maman est très amoureuse du meilleur ami de quelqu'un d'autre. Et je trouve que ces 2 moments sont très beaux parce que autant dans La Guerre des Mondes, au moment où on comprend les intentions néfastes de ces tripodes, c'est donc la vérité, par le biais d'un cadre d'un caméscope. Et là, il découvre la vérité. Là encore, pour le coup, c'est ce qu'on appelle une espèce de moniteur, quoi. Voilà. Et j'aime bien cette idée que la vérité surgit du cadre. Oui. Et c'est pour ça que c'est à 2. Non seulement elle surgit du cadre, mais en plus elle s'exprime par le cadre. C'est-à-dire qu'elle fait les 2. Tu vois, c'est comme si pour Spielberg, exprimer la réalité, ça pouvait se faire que par le prisme de l'objectif. Ça, je trouve ça assez fascinant. Et c'est vrai que c'est assez récurrent aussi. Et en fait, son amour du cinéma dans La Guerre des Mondes, il est omniprésent. Et j'ai tellement aimé le fait qu'il n'en fasse pas un remake, mais qu'il en... Alors bon, faut pas minimiser le travail des autres, hein, de David Koepp, qui a quand même écrit le scénario. Alors, bien sûr que Spielberg s'implique dans le scénario, mais c'est d'abord une histoire de Koepp, en collaboration, sur ce coup-ci, avec Tom Cruise, parce que quand Tom Cruise s'engage dans un film, il ne se contente pas de venir sur le plateau. Hein. Donc, le personnage, ils l'ont beaucoup dessiné ensemble, etc. Je trouve que c'est non seulement un des meilleurs Spielberg, mais aussi un des meilleurs rôles de Tom Cruise, parce que c'est l'anti-héros parfait. C'est la démarche de Koepp, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est lui qui le dit en interview, c'était de prendre tous les rôles de Tom Cruise à caractère héroïque jusque-là, y compris Top Gun, hein, par exemple, voilà, de tous ces mecs hyper badass. En gros, exactement ce qu'on retrouve encore une fois dans The Fabelmans, c'est pour ça que je le rapproche aussi, et la séquence dont tu parlais tout à l'heure, avec le beau gosse, Bully, etc., où on a tous dit cette représentation, surtout aux États-Unis, du quarterback à qui tout réussit pendant les années de lycée et qui devient vendeur de bagnole 20 ans plus tard quand on le retrouve, quoi. Et là, c'est exactement ce qu'ils ont voulu exprimer, c'est comment serait Tom Cruise, donc 20 ans après ses années de gloire au lycée, quoi. Et donc faire de cet archétype héroïque un mec qui a tout foiré, en fait. Il a foiré la relation avec la femme dont il était amoureux, il a foiré la relation qu'il avait avec ses enfants, il a foiré sa vie sportive très sincèrement, très sûrement, il a foiré sa vie professionnelle. Je ne critique pas les Dockers, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est en tout cas, il est évident que c'est ce qu'a voulu exprimer et Koepp, et Cruise, et Spielberg à travers ce film-là. C'est l'échec d'un homme qui va trouver au moins une forme de rédemption dans la tragédie. Voilà. Et je trouve, et tout ça en n'oubliant jamais le spectaculaire, parce que c'est La Guerre des Mondes, qu'il y a tout le passif non seulement du film des années 50, mais de la radiodiffusion d'Orson Welles avant, et bien évidemment de la publication du roman, et avant ça même de l'épisodique dans les magazines de H.G. Wells, etc. Donc je trouve que c'est une belle métaphore de la transmission.
Et si Fabelmans, c'est pas de la transmission, je sais pas ce que c'est, puisque c'est carrément, je vous donne qui je suis. Et la toute dernière scène de la Guerre des Mondes, si vous le savez pas, les deux acteurs âgés qui jouent les parents de l'ex-femme de Tom Cruise sont les deux acteurs principaux de la Guerre des Mondes de 1953, c'était, je sais plus. Oui, je crois que c'est 53. Je crois que c'est la un Guerre peu des Mondes. plus. Mais peu importe. Je vérifie. Je vérifie, mais voilà. Non, 53, j'ai raison. 53, en couleur. et les comédiens, ouais, en couleur. Voilà, Oui, en couleur. Les comédiens, c'est Gene Barry et Anne Robinson. Et donc, ce sont les deux comédiens qui jouent les parents quand à la fin il y a les retrouvailles avec le fils qui revient, etc. Ce sont les deux comédiens de la Guerre des Mondes de 53 qui font le petit caméo à la fin et qui concluent et qui clôt le film de Spielberg, quoi. Spielberg, c'est ça, c'est l'amour du cinéma passé pour construire le sien et le transmettre aux générations futures. Je trouve que c'est ce qu'il a réussi à accomplir tout au long de sa carrière. J'espère que ce film-là constituera non pas un testament, hein, il va nous en faire d'autres, hein, j'espère. Hein. Et voilà, il a un projet de western avec John Williams et la musique. Moi, je veux voir ça avant qu'il parte. Malheureusement, je dis ça. Williams, il a fêté ses 91 ans il y a quelques jours. Donc voilà, faut être malheureusement dans le concret de temps en temps. Voilà, mais c'est en ça que je rapproche ces deux films. Et en revoyant là, donc il y a quelques jours, La Guerre des Mondes, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est vraiment celui que je trouve le plus proche des intentions de Fabelmans. Pas forcément dans la forme, en dehors de quelques plans, et de l'éclairage blanc saturé dont je parlais au début, que je trouve qu'il a vraiment expérimenté dans La Guerre des Mondes pour la première fois, vraiment, et qu'on retrouve depuis dans tout son cinéma, y compris dans West Side Story, où il y a des détours saturés, etc. Et c'est très perturbant. Et c'est très perturbant quand tu découvres La Guerre des Mondes pour la première fois, tu te dis, il y a quelque chose qui va pas. C'est très perturbant cette expérimentation. Pardon, je te laisse continuer. Et puis, et la musique de Williams, qui est dans les deux cas très intéressante, parce que c'est une des rares musiques de John Williams, La Guerre des Mondes, là, cette fois-ci, qui soit tout sauf grandiloquente. Alors que chez Spielberg, il nous a tout fait. Il nous a fait Jurassic Park, il nous a fait les Indiana Jones. Voilà, ça fait partie des plus grands thèmes épiques qu'on connaisse. Et sur La Guerre des Mondes, c'est proche de la musique baroque. On est même dans les séquences d'attaque, il est très dans de la musique contemporaine, plus que dans son mouvement, dans le mouvement gros symphoniste qu'on lui connaît. C'est beaucoup plus en retenue, c'est beaucoup plus exigeant. Voilà. Et j'en profite pour montrer cette édition-là, qui est pas vieille, hein, elle date de cette année. C'est une édition chez c'est qui ça? C'est La La Land ou c'est Intrada? Je sais plus, l'un des deux. C'est Intrada. C'est chez Intrada. Donc elle est sortie cette année. C'est une édition double avec vraiment toutes les musiques de La Guerre des Mondes. Et ben c'est encore plus difficile d'écoute. Mais du coup, je l'aime encore plus. Voilà, parce que c'est vraiment la musique telle que conçue par Williams, dans l'ordre et tout. Et alors que les albums de John Williams, en général, sont retravaillés sous forme de suite musicale pour que ce soit coulant et qu'on ait une expérience de la musique plus que la réelle musique de film. Voilà, ça c'était pour le petit aparté qui me tient à cœur. Important. Et justement, dans The Fabelmans, c'est une de ses partitions les plus intimistes. Donc dans les deux cas, donc on a forcément La Guerre des Mondes, on n'est pas dans le pianissimo, on est plus dans le baroque un petit peu dur, un peu exigeant. Mais dans The Fabelmans, on est dans la légèreté très intimiste du piano solo, quoi. Et donc, dans leur filmographie globale, c'est suffisamment rare pour être rappelé. Je vois chez Grand Express derrière moi, qui est leur toute première collaboration. Bah déjà, rien que ça, c'est une musique qui envoie. Alors que c'est un road movie, qu'ils n'avaient pas encore trouvé leur rythme de collaboration, les deux, pas du tout, parce qu'ils ne se connaissaient pas avant. Donc, c'est un mariage arrangé d'Universal, hein, qui leur a permis de se rencontrer. Voilà, les choses sont bien faites parfois. Mais voilà, donc voilà pourquoi j'ai rapproché de Fabelmans à La Guerre des Mondes. Je vais te montrer la deuxième... Si je peux ouais, vas-y, pardon. Vas-y, j'ai juste te demandé comment toi, tu avais réagi à ma proposition. Quand tu as reçu le mail, je te dis La Guerre des Mondes. Alors, non, ça m'avait pas choqué, ça m'avait pas perturbé parce que j'ai tout de suite, c'était par rapport à la thématique du père et des tensions, comme tu l'expliquais dans le mail, tu m'avais envoyé les tensions parentales, tout ça. Donc, j'avais vu ça. Et puis, en revoyant le film, et ben, j'avais été frappé par certaines compositions dans le cadre, comme je te les ai montré, et j'y ai trouvé effectivement des similitudes. Mais là, tu vois, par exemple, la deuxième image que je vais te montrer, c'est intéressant parce que, regarde, tu vas voir. Alors ça, c'est une image extraite de La Guerre des Mondes.
C'est la fin, la toute fin. Oui, bah, c'est justement la Et scène dont je parlais. En haut des voilà, escaliers, il y a donc les deux acteurs du film voilà, de c'est ça. 53. Et alors, c'est pas le dernier plan parce que, Non, non, pardon, il manque un autre. Enfin, il y a un moment il y où a on un va voir quelqu'un petit qui va épilogue. surgir Voilà. du plan, mais c'est très important. Je le montre de nouveau. Voilà. Mhm. Et voici cette deuxième image. Alors, tu imagines, hein, la séquence finale des Fabelmans m'a beaucoup, beaucoup titillé. Ah oui, il Pour être faut qu'on en parle absolument. on va en parler. Étant un Fordien dans l'âme, dont en plus il y a Et moins un lynchien dans l'âme. ah bah oui, et en plus la musique qui accompagne ça, c'est la musique de La Prisonnière du désert, qui je Oui, pense que les gens savent que c'est mon film préféré depuis a que j'ai l'âge de priori, hein, 8, j'ai 9, cru 10 ans. comprendre. Donc voilà, donc là j'étais assez perturbé, et c'est ça la deuxième image. Quand Ouais. l'horizon est en haut, c'est intéressant. Il dit Ah, aussi c'est quand génial. l'horizon est en bas, c'est intéressant. Et au milieu, c'est de la merde. Ouais. Et en fait, tu en parlais, tu disais que il y a des moments extrêmement, il y a des moments qui sont vrais, mais qu'il a peut-être, enfin, qu'il a changé deux, trois petites choses, qu'il a romancé. Oui, qu'il a Et c'est vrai certainement que romancé, voilà. voilà, et c'est vrai que cette séquence-là, c'était moins dur que ça. Et il a pris du temps à lui expliquer, mais c'était pas aussi couillu mais en même temps, c'est très beau parce que quand on connaît un peu la légende fordienne et de ce qu'il était, de ce qu'il représentait à la fin de sa vie, il y a comme ça une interview extraordinaire entre certains membres des Cahiers du cinéma et John Ford. Euh, John Ford, il est fascinant, c'est un mec bourru qui leur répond comment vous êtes arrivé à Hollywood. Il leur dit, je crois, en bus ou en train, enfin un truc comme ça. Voilà, c'est Ford, quoi. Et donc, je montre de nouveau cette image parce Et que ouais, quand l'horizon est en haut, c'est intéressant, etc. Effectivement, quand tu vois cette image, bon, bah, l'horizon, c'est qui? C'est Tom Cruise, donc c'est en haut, ouais. donc il y a un rapport fordien. Mais surtout, cette séquence-là, c'est quand même, bah, c'est John Wayne qui ramène des billes à la maison. C'est la fin de La Prison du désert. Et donc, la fin de La Guerre des Complètement. mondes, c'est la fin de La Prison du désert. Et Tout à fait. il y a quelque chose de très beau là-dedans. Exactement, exactement. Et on est encore dans ce partage, dans cette transmission, dans cet amour du cinéma, dans ce, hem et on n'est pas dans, pour reprendre un terme qui est très à la mode, on n'est pas dans le name dropping. Voilà, là, c'est Hum, subtil, tu vois? Il suffit pas de se balancer, par exemple, quand il met à l'image, une microseconde, sous le plus grand chapiteau du monde au début du film, là, c'est du name dropping. C'est: «J'adore ce film, j'en mets carrément un petit bout». Là, il reproduit, bah, l'une des images fortes qui a forgé la personnalité qu'il est devenu, le cinéphile qu'il est devenu, puis le réalisateur qu'il est devenu, et il se sert des outils que lui ont donné d'abord son visionnage, et ensuite là, comme il le dit dans The Fabelmans, carrément les conseils directement de son dieu du cinéma à lui. Voilà. Et c'est vrai que le tout dernier plan de The Fabelmans, il est extraordinaire. Parce qu'il applique à la lettre justement cette phrase-là, juste avant de nous laisser sur le générique de fin, quoi. avec tout ça. Pouf, avec la caméra qui fait: «Ah, au fait», chut, voilà. C'est juste, c'est juste fabuleux, et la guerre des mondes est truffée de ça aussi, quoi. Mais ce que je trouve certainement, c'est ce qui a fait que, parce que c'est le film qui m'a réconcilié avec Steven Spielberg à La Guerre des mondes, hein, vraiment, pour le Ah bah, coup, je hein. suis content. Je Ah, me tu vois, je suis souviendrai vraiment toujours content. je me souviens toujours de cette projection, je ne sais plus dans quelle grande salle de cinéma parisienne où je suis allé voir ce film, et j'étais ressorti en disant, bon, bah voilà, il y a quelque chose, et on va maintenant arrêter, et puis on va essayer de prendre le temps. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, alors, ce que je disais par rapport à La Prison du désert, c'est pas une invention de ma part, hein, c'est Non, pas du tout. factuel, les gens l'ont dit, il y a eu des articles, voilà, j'ai rien inventé. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais c'est tellement beau et évident que ça en devient, qu'on a envie de se le réapproprier. Mais là où je veux en venir, c'est que la fin de La Prison du désert n'est pas une fin extrêmement heureuse quand même. Parce que Non. John Wayne, finalement, il le filme réellement, il le filme partir. Donc il ne restera pas au Mais sein de la mais famille. C'est ça. la fin de The Fabelmans n'est pas une fin heureuse. Mais Parce non. que c'est une fin heureuse dans la mesure où il va avoir le destin, il va commencer à devenir le réalisateur que l'on connaît, et voilà. Mais il s'est brouillé avec son père pendant plus de 15 ans, il ne l'a pas vu, suite à tous ces événements-là. Il a vraiment reporté sur son père. Ils se sont rabibochés beaucoup plus tard dans sa carrière. Et ce qui est génial, c'est qu'au final, une fois que la mère s'est retrouvée seule, alors j'imagine que, j'ai pas tous les détails, mais j'imagine que Barry est décédé à un moment donné, ses parents se sont retrouvés. Elle est retournée vivre avec le père après, très âgé. Donc il a eu vraiment, vraiment un modèle qui n'en est pas un, en termes de construction, déconstruction, reconstruction d'imagerie parentale. Lui, il a été traumatisé, il s'était juré de jamais divorcer, patatras, il a divorcé assez jeune, enfin, donc tous ces cheminements-là l'ont amené,
à vouloir pas régler ses comptes, mais justement à faire la paix. Pour moi, je reprends l'expression que j'avais en début d'émission, c'est The Fabelmans. Il fait la paix avec lui, avec son parcours, avec la vision, avec tout ce qu'il pouvait reprocher à ses parents, etc. Alors que dans La Guerre des Mondes, là, il est encore, c'était il y a plus de 15 ans en arrière, on est en 2005, il est encore dans ce besoin de faut que ça finisse bien. Moi, le seul bémol que j'ai avec la Guerre des Mondes, c'est que le fils n'aurait pas dû revenir. Oui, mais et en même temps, c'est pas si simple que ça, parce que effectivement, le fils, il est là, il le prend dans ses bras, pourquoi pas. Mais Tom Cruise, le personnage de Tom Cruise, il n'est pas sauvé pour autant. Il n'est pas sauvé, il n'est pas avec, il n'a pas rejoint la mère et la fille et les beaux-parents. Il est encore à l'extérieur. C'est pas si. Oui. Tu vois, on sent que voilà, il se passe quelque chose qui fait que, parce que moi, fut un temps, c'était pas ça les films de Spielberg. C'est vraiment beaucoup plus différent. Non, là, il y a quand même. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas une fin extrêmement heureuse non plus. Enfin, il n'y a pas une forme. Après, par rapport aux Fabelmans, oui, je suis d'accord avec toi que la fin n'est pas si heureuse que ça, mais de ce que le film nous donne. Imaginons un gars comme moi qui connaît pas autant que toi la vie personnelle de Spielberg. Même en ne connaissant pas la vie personnelle, en ne sachant pas qu'ils ne sont pas adressés à parole. Enfin, moi, ce que me donne le film, je me dis que elle n'est pas heureuse parce que c'est encore en suspens. Mm-hmm. Tout est en suspens. Et finalement, ce qu'il choisit, c'est de vivre comme si c'était du cinéma. Et c'est ça la fin, j'ai l'impression. Enfin, ce n'est pas ça. C'est pas une évidence. Hein. Non, mais si, c'est ça. Parce que c'est ce qu'il dit, c'est que faire du cinéma, c'est ce qui sauve son être. Je ne veux pas dire son âme, mais son être en tout cas. C'est ce qui va orienter toute sa vie. Et en fait, le film nous explique pendant 2h30 ce qui le conduit à vraiment embrasser cette destinée-là complètement, quoi. Moi, j'étais un peu déçu d'apprendre que David Lynch, c'était pas un choix d'origine. On lui a suggéré, alors je ne sais plus qui exactement, pareil, dans les commentaires, n'hésitez pas à préciser, mais je sais que c'était pas un... Voilà, il y a eu casting, il y a eu échange d'idées. C'est pas Spielberg qui a dit pour incarner mon idole de jeunesse, je veux David Lynch. Sauf que cette information, quand j'ai vu le film, je ne l'avais pas encore. Donc moi, j'étais pas au courant hein, du tout. Donc tu vois, tu l'apprends. Voilà, et j'étais pas au courant que Lynch allait jouer John Ford, quoi. Je savais qu'il était dans le film, j'avais lu à un moment donné, mais au bout de 2h30, tu oublies quoi, que tu es censé voir David Lynch dans un coin de l'image, quoi. Mais non, tu ne vois pas dans un coin de l'image. C'est David Lynch qui incarne John Ford, quoi. Et alors, détrompe-moi, mais j'ai eu le sentiment qu'il filmait David Lynch un peu à la David Lynch. C'est-à-dire qu'on est dans le silence, il prend le temps d'allumer son cigare, etc. Comme David Lynch va prendre le temps de laisser un mec aspirer tout le bar dans une scène de la saison 3 de Twin Peaks avant que le premier dialogue se déroule, quoi. Tu vois, cette lenteur, cette longueur, etc. Et moi, j'étais en transe. Hein. Littéralement, j'étais en transe parce que c'est génial. J'ai un de mes dieux du cinéma qui est en train de filmer un de mes autres dieux du cinéma. C'est peut-être le 3e avec Kenneth Branagh. Enfin, voilà, j'étais dans ma sphère, tu vois, vraiment. Et c'est dingue, quoi. Je ne m'attendais pas à ça. Et après, il fait du Lynch, hein. Il cabotine à mort dans son truc, mais c'est plutôt marrant, quoi. Et voilà, je trouve la séquence plutôt. Mais il lui ressemble. Non, mais il lui ressemble énormément. Il lui ressemble énormément. C'est assez impressionnant, même sa manière de. Oui, non, mais c'est. Mais et en fait, voilà, j'ai eu la désillusion après de lire que c'était pas. Alors qu'il était, bien sûr qu'ils étaient ravis, hein, mais que même jusqu'à la dernière minute, ça n'a pas failli se faire, etc. Que Lynch est arrivé un peu. Alors c'est Lynch qui a fait son look lui-même, par exemple. Il est arrivé tel quel. Enfin, il y a des trucs comme ça à creuser au niveau. Est-ce que c'est lui qui a eu l'idée des. Ouais. A priori, c'est lui qui. La légende urbaine veut qu'il soit venu comme ça en John Ford, quoi. Bon. Ça, c'est pareil. C'est génial. C'est génial. Voilà. Séquence extraordinaire. Mais du coup, j'aurais aimé que ce soit plus spontané que ça et que ce soit moins vers un casting réel de qui on va prendre pour jouer John Ford. J'aurais voulu que ça s'impose à Tonton Steven plus rapidement que ça, mais bon, je suis ravi que ce soit David Lynch qui soit là, quoi. Quelle bonne surprise. Bon, alors, The Fabelmans, ça sort le 22 février. Si vous avez l'occasion d'aller le voir au cinéma, allez le voir au cinéma, c'est assez impressionnant.
Aujourd'hui, on a parlé donc de ce film, on a fait une connexion avec La Guerre des Mondes. C'était Vivien Lejeune qui avait qui trouvait à juste titre d'ailleurs, des connexions, des images, des choses, des similitudes avec ce film-là pour essayer de comprendre un peu pourquoi The Fabelmans. Et c'était toujours un plaisir de discuter avec toi et ça donne envie, encore de revoir ces deux films séparément et d'essayer de leur trouver encore plus de similitudes. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir. Merci à toi. Merci à toi, Samir. Je suis vraiment ravi, je leur dis, de ta confiance. Et puis voilà, j'avais pris grand plaisir à venir les 2 lives précédents. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, j'ai remis la même veste. Voilà, tu remarqueras, j'ai mis la même veste à chaque fois. Et je me suis dit, voilà, maintenant je l'appelle ma veste micro-ciné. Alors, je rappelle quand même que dans le descriptif de la vidéo, bien évidemment, vous y trouverez, c'est tout à fait logique et cohérent, des liens qui renvoient aux ouvrages de Vivien, à savoir sur Dune et sur Le Seigneur des Anneaux. Je mettrai aussi les liens des émissions que nous avons pu faire ensemble. Et je rappelle que tous les jeudis matins, pratiquement tous les jeudis matins, voilà, ça fait un mois là, vous nous avez mis à l'amende. C'était pas très sympathique de votre part, mais parce que je pense que vous travaillez aussi. On travaille un peu entre deux, hein, c'est compliqué. Bah oui, vous faites on travaille quand même. C'est ça, c'est sur Twitch, c'est avec McGuffin Maker, alias Romain Dasnois qui est là. Et puis toi, tu as aussi prends quand même quelques minutes pour nous reparler de Seriphonia, ça m'intéresserait. C'est gentil parce que ça fait pas mal d'années maintenant que je fais ça. Seriphonia, c'est une petite. Au début, c'était une petite pastille radio pour Radio VL, enfin VL Média maintenant, ça s'appelle. C'est une radio en ligne, voilà, qu'on peut écouter de n'importe où grâce à l'internet. Et c'est consacré à la musique de films et de séries. C'est un petit clin d'œil au magazine Cinéphonia pour lequel j'ai travaillé pendant très longtemps au début de ma carrière, etc. Et quand on m'a proposé cette petite émission-là, j'ai eu l'idée de Seriphonia, puisque au départ, c'était une petite pastille qui s'incluait dans l'émission La Loi des séries, animée par Alexandre Letraine, qui est un ami que je salue au passage, j'en profite si jamais il nous regarde. Et puis, au fil des ans, la pastille... en fait, non, c'est pas au fil des ans. À cause du Covid, les émissions en studio ont été arrêtées longtemps. Et du coup, cette pastille que j'enregistrais, qui était intégrée à son émission, qui faisait la virgule, son émission durait 1 heure, il y avait une virgule de 5-6 minutes consacrée à la musique, c'était Seriphonia, et ben c'est devenu un podcast. C'est-à-dire que c'est sorti de l'émission et c'est devenu un podcast. Donc là, j'ai eu plus de liberté, je suis passé à des formats 10-12 minutes. Et c'était hebdomadaire, sauf que pour les mêmes raisons qu'on n'est pas là tous les jeudis, je travaille beaucoup, depuis que j'écris les bouquins, etc., c'est pas toujours évident. Donc j'ai proposé, moi, à la radio, de faire plutôt une mensuelle, depuis cette année, donc c'est la saison 5. Mais du coup, j'en fais une vraie émission, en général, c'est 35 minutes. Voilà. Et donc, c'est soit par thématique, soit une biographie. Là, la dernière en date que vous pouvez trouver, c'est sur Georges Delerue. Et je me suis pris un grand plaisir à réécouter toutes ces musiques, à retomber dans son univers, etc. C'est un travail qui me tient beaucoup à cœur et dont on me parle quasiment jamais. Donc merci Samir de le glisser. Voilà, mais ça me prend pas mal de temps aussi et j'espère que ça plaît aux auditeurs. En tout cas, c'est passionnant et dans le descriptif de la vidéo, vous aurez aussi le lien qui renvoie donc à Seriphonia et c'est passionnant et il y a un véritable travail. Et c'est important de le dire et de le louer. Merci beaucoup à toi, Vivian. La porte est ouverte. Tu reviens quand tu veux. Et puis tant que j'aurai la veste, je reviendrai. C'est ça. Tant que tu as la veste. À très vite. Merci à toi. Ciao. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.